Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Transversal, votre émission, l'émission de l'Union régionale CFE-CGC PACA. Très heureux de partager ce moment avec vous, avec mes invités pour parler Europe. Bah oui, l'Europe, élection le 9 juin prochain, avec une question qui revient régulièrement d'ailleurs à chaque élection européenne. Avant, pendant et après, une Europe sociale, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On va tenter de répondre à cette question avec tous les sujets évidemment posés sur la table des électeurs, parce qu'il y a des sujets très concrets qui vous concernent très concrètement et on en parle avec mes invités. Daniel Petrucci, ravi de vous accueillir, fidèle au poste comme pour chacune des émissions transversales. Vous êtes le président de l'Union régionale CFE-CGC PACA et vous avez souhaité traiter de cette question de l'Europe sociale. Merci d'être là. Face à vous, et avec vous, évidemment, Maxime Legrand, secrétaire national CFE-CGC en charge de l'organisation du travail et de la santé et président de la Confédération européenne des cadres. Et vous allez tout nous expliquer, évidemment, sur la mission et les missions que vous menez au niveau européen pour la CFE-CGC. Merci d'être là. Et Nicolas Blanc est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le secrétaire national CFE-CGC en charge de la transition économique. Évidemment, le débat du dialogue social et d'une Europe sociale vous impacte. Et puis vous êtes, il faut le rappeler, un expert de l'intelligence artificielle et du futur du travail, qui sont des sujets qui sont aujourd'hui en discussion, en négociation au niveau européen. Daniel Petrucci, un mot quand même sur cette Europe sociale. C'est un peu le sujet marronnier, vous savez, qu'on fait dans les émissions de télé. À chaque élection européenne, on jette ce thème de l'Europe sociale. Elle est possible ou pas, cette Europe sociale ? Alors, elle est possible, oui, et d'ailleurs, nos invités vont certainement nous expliquer comment elle est possible. Mais c'est vrai que nous, en région déjà, on s'est posé la question. Alors, on s'est posé la question à quel moment ? Vous savez, si on fait un peu de rétropédalage, lorsqu'on a eu la pandémie avec le Covid-19, tout le monde apparaît au plus pressé. Masque. Tout le monde a fait ce qu'il a pu. On a été confinés. On a travaillé, d'abord, on a fait ce qu'on appelait le travail à distance. Et puis la vidéoconférence a commencé à apparaître, et puis passé cet épisode-là, on a commencé à faire ce qu'on appelle du télétravail. Et puis dans les entreprises, on a commencé à signer des accords sur le télétravail. Et là, alors, pour de bon, on s'est posé des questions, on s'est dit, mais ce qu'on a vécu, nous, ça a été vécu au niveau mondial et donc au niveau européen. Et donc au niveau européen, comment ça se passe ? Nous, on parle de télétravail, on va signer des accords, on nous propose des accords, mais comment ça se passe ailleurs ? Ne serait-ce que dans la zone euro. Et pourquoi pas faire un accord européen d'ailleurs ? Et pourquoi pas ? Et donc voilà, ces questions-là, elles sont venues sur la table. Alors, on pourrait parler d'autres sujets. Je parle du télétravail, ça pourrait être sur la rémunération, sur la protection sociale, sur l'intelligence artificielle, plein d'autres sujets. Et donc, ces questions-là, en fait, la véritable question, c'est quoi ? C'est comment le dialogue social au niveau européen peut impacter la France, qui est un État membre, et donc les entreprises françaises, quoi. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on a souvent tendance à penser que les dossiers viennent de chaque nation souveraine et qu'ils sont transportés vers leurs représentants européens. Mais là, Daniel Petrucci dit l'inverse. Il dit il y a des sujets européens qui impactent évidemment la vie des salariés français. Quelques mots pour nous éclairer quand même, Maxime Legrand, parce que l'institution que vous présidez est intéressante. 17 pays, 1 million de salariés, et avec des thématiques qui, évidemment, sont des thématiques qui touchent tous les citoyens européens. Bonjour Arnaud, merci Daniel pour cette invitation, merci l'Union régionale. Donc Maxime Legrand, je suis président effectivement, comme vous l'avez dit, de la Confédération européenne des cadres. C'est un des 3 partenaires sociaux représentant les salariés. Nous sommes le plus petit des 3, mais nous représentons tout de même 1 million d'affiliés, donc 1 million de cadres, d'ingénieurs, de professionnels. La notion de cadre est un peu différente d'un pays à un autre au niveau européen, mais globalement... Ça commence déjà là. Exactement. Donc du cadre intermédiaire, de l'ingénieur, du professionnel, jusqu'au cadre supérieur. Et donc, on représente 1 million d'affiliés. On est investi, on façonne les choses de 2 façons. On investit, le premier pilier, c'est le dialogue social européen. Et donc, les traités européens prévoient une place de négociation pour les partenaires sociaux à partir du moment où on est reconnu comme représentatif. Et puis, la deuxième façon de travailler, c'est en façonnant, en impactant directement, en formant directement nos affiliés. Et donc, je dirais que c'est plutôt une méthode, le dialogue social
sociale, plutôt une méthode latine, que j'appelle latine, un peu CFE-CGC et les pays du Sud, versus syndicat de services qu'on trouve un peu dans les pays nordiques. Non. Et donc, c'est ça, vous le ressentez au sein de votre groupe de 17 pays? On ne fait pas du syndicalisme de la même manière? Alors moi, j'ai commencé le syndicalisme en France, à CFE-CGC, et j'ai eu la chance d'avoir des responsables, que ce soit dans mon syndicat, dans ma fédération, des responsables de mes organisations qui ont compris l'intérêt très vite de se situer à un niveau européen, en fait. Et effectivement, c'est pour ça que je remercie Daniel de cette invitation, il faut à la fois être sur les sujets nationaux, mais il faut aussi pouvoir occuper la scène européenne, parce qu'il y a une partie des sujets qui se traitent là, et souvent la scène européenne traite les sujets par anticipation, c'est-à-dire que ce qui est traité au niveau européen en ce moment va arriver dans les années à venir. Vous avez quoi devant vous en ce moment qui va nous arriver? On disait ça des États-Unis, vous savez, quand ça se passait aux États-Unis, on disait 5 ou 10 ans après, vous êtes sûr qu'on allait l'avoir. C'est un peu le même phénomène. C'est quoi les grands sujets là où vous dites, ça va bientôt arriver en France, il va falloir s'y atteler? Alors le gros sujet au niveau européen, ça a été le pacte vert, le Green Deal. Donc on s'est emparé des sujets RSE. Malheureusement, c'est assez difficile encore en France pour pousser les responsables des affaires sociales à négocier avec nous la partie RSE. Donc c'est souvent quelque chose qui est à l'image de l'intelligence artificielle d'ailleurs, on pousse pour pouvoir négocier. Les sujets sont plutôt derrière nous, puisque vous savez qu'on a les élections européennes en juin, et donc là on va marquer une pause. Trêve des confiseurs là. En fonction des élections, alors le vote, en fonction de ce que le vote déterminera, on aura un Parlement européen avec une connotation plus ou moins sociale ou libérale. Donc si on a des personnes élues qui ont une idée de l'Europe sociale plutôt en notre faveur, ça veut dire qu'on va avoir tout un sujet, une liste de négociations à venir. Si on a en face de nous des élus qui imaginent plutôt une Europe très libérale, voire souverainiste, ça veut dire qu'on risque d'avoir moins de sujets à négocier à l'avenir. Je donne la parole à Nicolas Blanc parce qu'on va parler d'IA, on va parler de sujets souvent dont on dit d'ailleurs qu'on ne peut pas les traiter sur le plan national, mais qu'il faut impérativement les traiter sur le plan européen, d'où l'importance de parler d'Europe. Mais un petit bilan là de ce que vous avez vécu, parce que c'est votre bilan en quelque sorte, puis c'est aussi le bilan d'un dialogue social. Il a été nourri avec l'ensemble des commissaires européens et la présidente de la Commission européenne, où vous avez eu le sentiment que le dialogue social, c'était pas la priorité? Non, si je regarde en arrière sur la mandature 2019-2024, qui va se terminer, je peux dire, c'est mon constat, mais qu'on a plutôt une Europe sociale. On a une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a plutôt eu le courage de porter des sujets. Ministre finance de l'Allemagne, hein. Tout à fait. Alors les sujets, on peut parler de la directive sur les travailleurs des plateformes, par exemple. Vous savez qu'on a de plus en plus de personnes, j'ai plus le nombre en tête, mais plusieurs millions de personnes au niveau européen qui sont employées par des plateformes, avec des conditions de travail qui sont parfois difficiles. Et donc l'Europe s'est emparée de ce sujet. L'Europe ne peut pas tout, mais elle a eu le courage de faire une directive sur les salaires minimums en Europe. Alors même que normalement, si on regarde les traités européens, vous savez que la répartition des sujets entre les États membres et l'Europe sont bien définis. La Commission européenne ne pouvait pas s'emparer du sujet des salaires. Les sujets des salaires restent un sujet des États membres. Et l'Allemagne a lancé un SMIC. Mais elle a eu le courage de porter la directive sur les salaires minimums. Donc ça veut dire qu'il y a eu effectivement un dialogue social plutôt fructueux. Alors ça c'est la partie initiée par la Commission européenne, et ensuite on a ce que les partenaires sociaux décident de négocier. Ce que vous insufflez, oui. Voilà, et là j'ai un très bon exemple et un très mauvais exemple de ce que le dialogue social peut ou pas fournir. Un très bon exemple, ça a été l'accord sur la digitalisation. C'était juste avant le Covid, on s'était mis d'accord pour négocier cet accord, parler des sujets de droit à la déconnexion, de formation, mettre les prémices sur l'intelligence artificielle pour que l'Europe monte étape par étape sur ce sujet. Et ça a été très fructueux, puisque, je vous donne un exemple, mais les employeurs sont arrivés à la table des négociations en disant, nous, on a une ligne rouge, c'est le mot droit à la déconnexion. C'est-à-dire que si on emploie le mot droit à la déconnexion, on arrête de négocier. Donc vous avez retiré le mot ? Eh bien, on a mis tout ce qui fait le droit... Sans le citer. Sans le citer. Ouais. Et on a réussi à obtenir quand même des avancées. Ça s'appelle de la diplomatie, ça. Ça s'appelle une attitude constructive de part et d'autre. Comme des ambassadeurs, en fait. Il faut trouver le mot juste. Et c'est un travail, évidemment. Côté France, parce que ça c'est intéressant, j'évoquais un certain nombre de sujets dont on dit ils ne sont pas traitables au niveau français. Les sujets d'intelligence artificielle sont aujourd'hui traités au niveau européen. C'est la bonne dimension, c'est le bon étage pour traiter de ce sujet. Oui, tout à fait. Je pense que ce que rappelait Maxime tout à l'heure déjà sur l'accord européen sur la digitalisation,
c'était un texte précurseur, puisque ça a été fait vraiment en avant. C'était le premier texte qui réfléchissait en tout cas sur une régulation au niveau de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a une nouvelle régulation qui va arriver, l'AI Act, qui va aussi réguler au niveau normatif. Elle est en négociation, là, elle est toujours en négociation. Ça a été voté par le Parlement européen, et maintenant il faut qu'il y ait un dernier vote qui doit avoir lieu de façon officielle. Mais du coup, ça existe, donc ça c'est important. Maxime parlait de la directive sur la travailleur des plateformes, je pense que c'est important. La présomption de salariat est on le voit tous aujourd'hui, le statut de travailleur auto-indépendant, etc., c'est pas un statut... aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir et il faut vraiment pouvoir peser sur ces questions-là, parce que ça représente de nombreux salariés. Moi, j'ai un chiffre en tête, c'est 28 millions aujourd'hui de salariés qui sont déjà, qui travaillent, qui sont ce qu'on appelle les travailleurs des plateformes, avec toutes les directives. Il y a aussi tout le travail qui est fait, la CSRD, etc., tout ce qui est extra-financier, toutes les directives. C'est l'équivalent de la RSE, en quelque sorte. Tout à fait, mais encore en finance. Voilà. Hyper structurant en fait. Donc ça c'est la bonne approche européenne, parce qu'après c'est comment le transport la CCRD qui arrive, oui voilà. Donc comment on y travaille, comment on décline ça, etc. sur les impératifs que ça donne. Et pour revenir sur l'accord européen, là, il y avait une dimension donc sur l'intelligence artificielle, et aujourd'hui on essaie de faire vivre justement cet accord. Il y a à la fois une méthodologie, je pense que c'est important là. Ce qui a été intéressant aussi fait par les négociateurs, c'est une proposition de méthodologie, donc en amont du projet, etc., et d'accompagner sur tout l'impact que ça peut avoir sur le travail. Donc déjà, ça nous donne un cadre de travail vraiment, c'est très important pour nous, ça donne vraiment une directive pour pouvoir le faire. Et après, aujourd'hui, on travaille en intersyndical, donc il y a un ensemble des organisations syndicales. Déjà, ça apaise le débat au niveau social, puisqu'on peut travailler en intersyndical, puisque c'est un texte qui arrive au niveau européen, et qu'aujourd'hui, on essaie de décliner, et on essaie de le décliner autour de la logique sur l'IA, ça a été de dire l'humain reste au cœur de la décision et reste au final de la décision. Et ça, c'est vraiment important, dans le sens où... Et donc, du coup, à travers ce projet-là, un projet d'IA, ça permet, on fait des propositions en termes de dialogue social et qui vont dans le sens de cet accord et comment on arrive à le décliner. Et du coup, il y a une logique d'ensemble. Il y a des questions qui sont discutées au niveau européen et qu'on fait atterrir, qu'on transpose au niveau français. Et ça donne une réalité à cette Europe sociale. Et justement, Daniel Petruzzi, et je poserai ensuite la question à Maxime Legrand, parce qu'on a envie de savoir comment se passent un peu les coulisses, puisqu'on ne participe pas aux réunions, mais comment les pays européens qui sont autour de la table regardent le mot dialogue social et comment ils l'appréhendent. Mais justement, comment on fait atterrir ces sujets? Parce que là, on est sur des réalités, je dirais, très macroéconomiques sur le plan européen, puis après, il y a la réalité de vos militants et de vos élus sur le terrain. Comment ils s'emparent de ces sujets? Comment ils s'en nourrissent? Comment ils peuvent aussi le transmettre aux collaborateurs lorsqu'ils rencontrent des collaborateurs dans l'entreprise et que ces collaborateurs leur posent des questions concrètes? Alors, déjà, les retombées au niveau européen, quand on est syndicaliste dans l'entreprise, on les a pas toujours, ces retombées-là. Et donc, on a certainement... C'est pour ça que je pose la question. On a certainement un devoir, nous, que ce soit nous, les autres organisations syndicales, un devoir je dirais, de faire redescendre l'information. Mais... De s'en emparer, si je peux m'autoriser. Comment? Et de s'en emparer. Et de s'en emparer, voilà. Et puis, parce que je pense que ce qu'on attend avant toute chose, c'est une forme de protection. Que cette Union européenne, finalement, soit une protection pour les salariés de l'encadrement qu'on représente. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de l'encadrement des cadres au niveau européen. J'en profite pour dire que l'encadrement au niveau de la France et la CFE-CGC, on représente l'encadrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les cadres, les ingénieurs, les agents de maîtrise, les techniciens, oui. À la fois du secteur public et du secteur privé. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Oui. Voilà. Ça ne se résume pas qu'au cadre, il faut le préciser. Ça ne se résume pas qu'au cadre. Voilà, l'encadrement, c'est tout ça, cette population-là. Repartons en Europe avec vous, Maxime, parce que vous les vivez, ces réunions, des différences de culture, des différences d'approche et peut-être même des différences de fond, même si tous ces pays sont réunis au sein de la CEC. Vous apercevez en tant que président que vous n'avez pas tout à fait la même approche sur le télétravail, sur la fiscalité, sur le SMIC. C'est quoi les sujets qui vous distinguent et c'est quoi les sujets qui vous rassemblent?
Alors, le dialogue social est organisé de différentes façons selon les pays. On prend toujours cet exemple de comparaison avec l'Allemagne, où effectivement, vous avez une partie des Länder qui sont parfois actionnaires de l'entreprise, le dialogue social qui commence très en amont. Avec des formes de négociation. Exactement, et donc effectivement, tout est fait pour que finalement, on aille, tous les acteurs vont dans le même sens pour déjà une efficience économique, et puis ensuite on se partage, il y a une règle de partage de la valeur ajoutée en fait. Il y a des pays où, les pays nordiques finalement, quand vous regardez le taux de syndicalisation est très important. On a des pays où c'est entre 60 et 90% de la population, je crois que c'est en Islande, 90% de la population est syndiquée, et donc forcément on arrive à mobiliser. Et puis quoi, de mutuelle, d'obligation de syndicat, des enjeux de mutuelle, et en fait vous êtes couvert par une convention collective. Voilà. Donc en amont on n'a pas trop le choix quand même. Donc ça, c'est une première possibilité. En France, on est parmi les taux de syndicalisation les plus faibles. Je crois que derrière nous, on a les 3 pays baltes avec 6 ou 7% de taux de syndicalisation. Ça, c'est un premier critère. Après, il y a aussi l'effet de mobiliser. En France, on n'a que 8% d'adhérents, mais on est capable de mobiliser. On l'a vu avec la réforme sur les retraites. On a mobilisé plusieurs millions de personnes sur plusieurs journées. Donc ça, c'est une spécificité française. C'est vrai aussi en Belgique. En Belgique, on a à la fois un taux de syndicalisation autour de 40%. Mais aussi une forte capacité à mobiliser. En Belgique, par exemple, on a une revalorisation automatique, quasiment automatique, c'est-à-dire que secteur par secteur, en fonction de l'inflation, les salaires sont réévalués. Sans avoir de négo. Alors, on a une négo, mais en fait, c'est de fait. En fait. Donc, chaque année, le salaire, les salariés, c'est que... Quand vous évoquez le SMIC, quand vous évoquez les enjeux de transition écologique, on voit que les syndicats, je dis les syndicats, sont un peu fragiles sur ces sujets. Ils ne savent pas comment s'en emparer, ils savent pas... Et on voit bien que c'est le Green Deal qui venait d'Europe et qui est venu ensuite irradier les pays. Comment vous regardez ces sujets-là et comment vous les partagez? Les sujets de RSE, les sujets de biodiversité, tous ces sujets qui sont essentiels et sur lesquels les syndicats ne savent pas trop comment faire. Alors, deux choses. Il y a les sujets qu'on travaille, sur lesquels on a défini notre mandat. On sent que c'est des sujets sur lesquels il faut travailler, il faut se former. La RSE, typiquement, c'est un sujet compliqué, mais il faut avoir le courage de mettre les mains dans le cambouis pour s'emparer des sujets et diffuser de l'information. Digitalisation, inclusion, ça, ce sont des sujets qu'on a pris en charge. Ensuite, on a des sujets d'actualité. Donc, parfois aussi, la loi, le législatif se fait aussi en fonction de l'actualité nationale ou européenne. Et donc là, on réagit. Comment ça se passe? On a des consultations, c'est-à-dire que la Commission européenne fait des consultations publiques ou des consultations réservées aux partenaires sociaux. Et donc, vous entend sur ces sujets. Et donc, on nous entend sur les sujets, on se positionne. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est on se retourne vers nos 17 membres, vers la CFE-CGC. Si c'est un sujet IA, c'est Nicolas et ses équipes qui vont remonter la position CFE-CGC. Et en fonction des thématiques. On remonte CIDA. Et ensuite, il faut vous mettre d'accord avec les 17. La CFE-CGC italienne, ça s'appelle CIDA, nous fait remonter, etc. Et nous, on doit faire un compromis entre des positions qui parfois sont très opposées. Je vais vous prendre un sujet, le nucléaire. Si vous demandez à deux de nos organisations la position sur le nucléaire, on va avoir du mal à concilier les choses. On a eu des difficultés sur le salaire minimum, parce que certains de nos membres, les Nordiques par exemple, disaient « je veux surtout pas que l'Europe légifère sur ce sujet, c'est notre business ». Et d'autres qui disaient non, nous on n'arrive pas à des pays plus à l'Est par exemple, nous on n'arrive pas à négocier, donc il faut que l'Europe statue. Vous dites, Maxime, et c'est très intéressant, même au sein d'un mouvement structuré qu'est la CEC, vous avez des différences de point de vue et même d'engagement sur des sujets, on est d'accord? Oui. À vous de trouver quoi? Le compromis, la bonne phrase, le bon mot qui heurte pas en interne, c'est ça le sujet? Vous savez, on se définit un mot anglais, alors l'anglicisme n'est pas très beau, mais en anglais c'est bridge builders, donc en faiseur de pont, c'est-à-dire que, et c'est un peu la position de la CFE-CGC, c'est-à-dire qu'on est à la fois capable de comprendre les intérêts financiers et économiques, donc les intérêts d'entreprise, les intérêts du syndicat, et donc là c'est un peu la même chose, on comprend les intérêts nordiques, les intérêts des pays de l'Est, et aussi les intérêts des pays, des anciens membres la France qui se trouve un petit peu entre les deux, quoi. Daniel Petrucci, c'est intéressant quand même ce va-et-vient. Encore une fois, quand on est un élu syndical et qu'on s'engage à la CFE dans le secteur de la banque, de l'assurance ou de l'industrie, ils n'ont pas forcément en tête que l'organisation monte jusqu'à ce niveau européen et qu'il y a cette structure-là. Je redis que cette émission a la vertu aussi de faire un peu de pédagogie sur tout ce travail d'expertise. C'est important de le rappeler. C'est vrai, et on s'aperçoit à quel point, alors, le dialogue social, les négociations à l'entreprise, c'est quelquefois compliqué,
mais au niveau européen, je pense que ça allait encore plus, parce que c'est un échelon supérieur, et on peut comprendre qu'effectivement, on n'est pas toujours des redescentes, parce que quelquefois, ça reste au sommet, quoi. on a du mal, mais en tout cas, ça a au moins le mérite d'exister, et c'est toujours intéressant d'avoir un dialogue social et savoir ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne. Une Europe sociale, Nicolas Blanc, parce qu'on parle de l'IA, est-ce que on pense qu'elle peut impacter les métiers, mais est-ce qu'elle va aussi impacter ce concept d'Europe sociale? Est-ce que cette IA va tout balayer sur son passage, au même titre qu'elle balaye certains métiers, elle va aussi balayer ce concept d'Europe sociale? Ça, je peux pas vous répondre. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que l'Europe on a été les premiers à proposer un modèle de régulation. Je pense que ça, c'est important, en tout cas, pour pouvoir définir ce qu'on veut faire de l'intelligence artificielle et ramener un socle. Je pense que c'était important de le faire. Et ça a été la dimension européenne. C'était le bon levier pour le faire. Après, pour revenir aux questions précédentes, moi, je suis secrétaire national à la transition économique. Donc, le rôle de la RSE, pour moi, ça me parle beaucoup. Et on voit aujourd'hui que la dimension européenne permet de structurer ces questions-là. Et après, la question du décryptage, comment on décrypte et comment on va comment on explique ça à nos adhérents et comment on inclut ça dans notre doctrine, c'est-à-dire ça permet justement d'avoir une réflexion. Il faut penser aujourd'hui les sujets de façon matricielle. On ne peut pas plus penser l'économie comme on pensait avant, etc. On voit bien l'impact de l'extra-financier, la double matérialité, ce qu'on appelle demain l'impact sur l'environnement va devenir fondamental. Oui. Et donc ça, le bon niveau, c'est vraiment l'Europe pour pouvoir réguler. Et influencera l'investissement. Pardon ? Influencera l'investissement. Tout à fait, bien sûr. Les fonds choisiront des entreprises qui sont vertueuses dans l'extra-financier. Ça va bouleverser. Donc il y a vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces différents niveaux qui permettent de structurer la pensée, parce que sinon c'est trop complexe à penser au niveau français. Et dernier point, on parlait tout à l'heure, on a vu avec la poussée de l'inflation, toute la question de partage de la valeur, de la montée des salaires. C'est aussi intéressant de se comparer avec d'autres pays européens. La Belgique, il y a encore une échelle mobile des salaires, donc on regarde un peu finalement, est-ce qu'on a une spirale inflationniste? Non. Donc ça permet. Travail, Nicolas Blanc, quand même. Hein. Oui, sur l'harmonisation, je ne parle pas d'Europe sociale, mais je parle même de l'harmonisation. On voit que le statut cadre n'est pas le même au Portugal qu'en France. On voit que l'échelle des salaires n'est pas du tout la même. Enfin, on a encore un champ d'investigation qui est colossal. Oui, tout à fait, mais ça permet, ce qui est intéressant, c'est déjà ça permet de se comparer, de voir les bonnes pratiques qui se font ailleurs. On sait très bien qu'en France, on n'ira pas jusqu'à de la cogestion, mais en tout cas, les modèles de gouvernance évoluent, et ça, c'est l'Europe aussi qui permet ça. Donc, je pense que ça permet de sortir de notre réflexion franco-française. On a souvent, avant, on avait cette approche, on était un peu les donneurs de leçons, et aujourd'hui, on voit bien que, à la fois, nous, on peut être aussi normatif. Ça peut être, il y a certaines directives, en tout cas des propositions, on parlait du droit de la déconnexion par exemple, c'était des propositions qui venaient de la France finalement, c'est des remontées qui se font sur la gouvernance des données aussi beaucoup. Donc personne ne voulait entendre parler au niveau européen. Oui, mais en tout cas... Le mot droit à la déconnexion, le patronat, on voulait pas, on est d'accord. Hein. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui le gênait d'ailleurs? C'est qu'ils voulaient que des salariés puissent continuer à regarder leur ordinateur jusqu'à 21h, enfin concrètement? Concrètement, c'était de pouvoir être joignable à tout moment en fait. D'accord. Donc sur le plan européen, elle est orthogonale à la position de la France, on est bien d'accord. Enfin, ça dépend des employeurs, mais si vous prenez, et c'est là d'ailleurs on voit la philosophie de certains employeurs. Malheureusement, je dois dire que j'ai trouvé des employeurs assez constructifs. Je disais souvent qu'on entendait bien avec les employeurs nordiques, puisqu'ils avaient compris l'intérêt de construire ensemble sur des sujets, etc. Il y a 2-3 autres pays, malheureusement y compris la France, on a eu des positions assez difficiles, dogmatiques, et on n'a pas réussi à se rendre. Alors, le paradoxe de la France, c'est que comme on a déjà des législations, on a le droit à la déconnexion en 2016, des législations avancées, donc finalement les employeurs peuvent être peu enclins à négocier. On a d'autres pays, par exemple comme la Bulgarie, la Roumanie, où les organisations syndicales sont moins fortes que chez nous. Donc là, clairement, on voit l'intérêt de pouvoir s'entendre au niveau européen pour apporter quelque chose à ce pays, parce que si on élève le niveau de normes sociales dans ces pays... Le débat du SMIC bulgare versus le SMIC français. Vous vous rappelez ce débat qui était posé? Le SMIC bulgare remis à la basse ça faisait 600 € par mois, je crois. Enfin, il me semble. L'idée, c'est de mettre un SMIC. Alors, c'est quoi la bonne norme du SMIC? C'est le SMIC au niveau français? C'est le SMIC allemand? C'est cette question-là. 400 €, c'est ça, en Bulgarie. C'est ça. Donc, en fait, c'est revenir à des normes. Daniel Pescotti, c'est intéressant, encore une fois, de faire œuvre de pédagogie. On voit que c'est pas si simple, en fait, de traiter de tous ces sujets.
sujet, même en interne entre syndicats, si je m'autorise. Là, c'est pas un débat frontal entre les entreprises ou le patronat européen et les syndicats. C'est que même entre pays européens, ça reste compliqué. Ben oui, on le voit bien d'après ce qu'ils nous disent et qu'on découvre aussi parce que finalement ça on le sait pas, on le voit pas. Donc c'est intéressant toujours d'avoir un décryptage qui est fait par Maxime qui lui vit ça. Je dirais presque au quotidien, quoi. Mais sur le droit à la déconnexion, même chez nous, on a certaines de nos organisations, il y a quelques années encore, qui disaient non, mais le droit à la déconnexion, c'est le droit de pouvoir, on peut contacter qui on veut à n'importe quelle heure, on a juste le droit de ne pas répondre. Exact. Et donc, et l'entreprise peut bloquer les accès au serveur central pour certaines d'entre elles. Voilà. Donc, la philosophie d'autres organisations, c'était de dire d'employer des méthodes comme ça, de bloquer. On avait des positions à la CEC, on était plus, on laisse faire les gens et on pousse les bonnes pratiques. Voilà. Juste pour conclure, Nicolas Blanc, c'est la même philosophie qui conduit l'accord IA qui a été voté par le Parlement. On laisse chacun faire un peu ce qu'il veut, ou il y a quand même des gens au niveau européen qui vont ouvrir le capot pour dire à ces entreprises privées américaines ou européennes d'ailleurs, ça vous n'avez pas le droit de le faire. En fait, c'est une approche qui était assez originale, parce que c'était une approche pour ne pas tuer l'innovation. L'idée, c'était de pas tuer. Donc, c'était une approche par le risque. On a identifié un certain niveau de risque, et en fonction de ces niveaux de risque, justement, il y avait des obligations qui étaient associées, et c'est une approche vraiment originale, parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas les champions, en fait. C'est la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les champions. C'est vrai. Ça sera l'occasion d'une autre émission de discuter les sujets de souveraineté, etc. C'est des sujets aussi qui sont intéressants et qui doivent être pensés au niveau européen. En tout cas, là, l'approche, ça a été de dire, on définit des niveaux de risque, et ça nous permet de cartographier et du coup d'avoir une approche qui permet à tout acteur de rentrer dans ce marché. Merci à vous trois. Maxime, 10 secondes. Un dernier mot. En fait, l'intérêt d'être au niveau européen, c'est les échanges de bonnes pratiques. Il y a quelque chose qui a été dit par Daniel. Et en fait, c'est comme ça que je vois notre rôle. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de alerter ceux qui prennent la décision, donc au plus haut niveau. On a l'occasion, on a des rendez-vous de parler, de s'exprimer face à Ursula von der Leyen, Charles Michel, etc. Mais tout ça, ça n'est possible que si on fait le travail sur le terrain. Il y a quelques années, j'ai fait le travail sur le terrain. Certains de nos collègues continuent à faire le travail sur le terrain. Si on n'a personne sur le terrain, on ne peut rien remonter. On a beau avoir les meilleurs tubes. Et si on n'a rien à mettre dedans, on ne remontera rien en haut. En fait, c'est toute une chaîne. En fait. Et tout le travail mené par les unions régionales, notamment. Les unions régionales, les sections d'entreprise. Et les sections. Et l'ensemble des réseaux qui font un travail formidable, tous ces militants de la CFE-CGC. Et qui se forment. Qu'on peut saluer d'ailleurs, parce que qu'on salue. On ne serait pas là. Hein. Exactement. Et c'est eux qui, notamment, pas seulement, mais qui regardent évidemment, qui sont des fidèles de l'émission transversale. Merci Daniel Petrucci d'avoir choisi ce thème là aussi dans le cadre d'élections européennes le 9 juin. C'est important aussi de remplir son devoir de citoyen. Merci à vous trois, merci à Daniel Petrucci, président de l'Union régionale CFE-CGC PACA. Merci à Nicolas Blanc, vous êtes secrétaire national CFE-CGC en charge de l'organisation du travail, en charge de la transition économique, et Maxime Legrand, pour ne pas confondre les titres, secrétaire national CFE en charge de l'organisation du travail et de la santé, et président de la CEC. On a vu la complexité, le travail de diplomate que menait Maxime pour mener à bien trouver le mot juste. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour préparer l'émission, merci à vous chers téléspectateurs, et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.